Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'isolation thermique et des familles et de la présentation des isolants. Et vous êtes ici dans la version longue. Donc, les isolants sont classables dans 5 familles différentes et sont disponibles sous 3 formes de présentation. Alors, les 5 familles. Les isolants d'origine minérale, d'origine pétrochimique, d'origine végétale, de nature réfléchissante, dit aussi réflecteurs, et ceux dont on dit qu'ils sont sous vide. Alors, je vais développer chaque famille une par une, et je vais vous présenter les qualités et limites intrinsèques à chaque famille, et je vais redévelopper encore un petit peu plus en détail. Donc les isolants d'origine minérale, à tout seigneur, tout honneur, 70% de part de marché, ce sont donc les plus présents. Ils ont des lambdas qui sont de bon à très bon, une chaleur spécifique faible, une densité faible, ils sont inertes par rapport à l'eau, incombustibles, et on va voir également leur recyclage. Donc, le lambda, leurs lambdas sont de bon à très bon. Alors, je vous rappelle ce qu'est le lambda. D'ailleurs, je vous donne tout de suite l'info. Je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo un lien vers une autre vidéo dans laquelle j'ai développé tout ce qui concerne les caractéristiques que l'on est en droit d'attendre d'un isolant et celles qu'on ne voudrait pas lui voir arborer. Et donc, le lambda fait partie de ce qui est développé dans cette autre vidéo, dont vous avez un lien dans le descriptif de celle-ci. Il permet donc de mesurer la quantité de fuite de calories, pas leur rapidité, et ce sont les fuites liées à la conduction qu'il mesure. Il n'est stable qu'en dessous de 23 degrés centigrades, il est très instable au-delà de 27 degrés, il est donc intéressant pour l'hiver, mais l'été, il ne faut pas se fier à lui. Donc, les isolants d'origine minérale également sont très sensibles à l'eau, tant liquide que vapeur. J'aborde un petit peu plus en détail ce sujet un peu plus loin. Et les autres limites du lambda, dans le cadre de panneaux et ou rouleaux, il faut faire attention au sens des fibres lorsqu'on les met en œuvre. Les isolants d'origine minérale, toujours, leur chaleur spécifique est faible. Je fais un petit rappel de ce qu'est la chaleur spécifique. Ce sont les joules nécessaires pour faire monter de 1 Kelvin 1 kg de matière. Et cette chaleur spécifique a une influence sur la stabilité de la température, puisque plus un matériau a une chaleur spécifique élevée, plus il pourra accumuler d'énergie. Donc pendant qu'il l'accumule, il ralentit le transfert, mais également, lorsque ces calories sont accumulées, c'est ce qu'on appelle l'inertie. Et donc la chaleur spécifique faible est un handicap. La densité est faible, alors on rejoint ici la chaleur spécifique. À chaleur spécifique identique, si on a une densité faible, on pourra accumuler moins d'énergie, donc moins ralentir le transfert et moins participer à l'inertie. Donc c'est un handicap que d'avoir une densité faible. Ils sont inertes par rapport à l'eau et on les qualifie souvent donc d'hydrophobes, ce qui est faux. Ils sont hydrophiles, mais par contre l'eau ne pénètre pas leur structure moléculaire, ce qui les rend imputrescibles, puisque aucune bactérie, même en présence d'eau, n'est capable de détériorer ces matériaux. Mais c'est ce qui prête à la confusion. Et leur nature imputrescible fait que, justement, ils ne se dégradent pas. Par contre, ils attirent et ils retiennent l'eau. Et ils la retiennent très bien, entre autres parce que leurs fibres sont lisses. Tout ça est développé dans l'autre vidéo dont je vous ai déjà parlé. Ils sont très sujets à l'apparition de points de rosée, pour toutes les raisons précédentes, notamment du fait qu'ils attirent et qu'ils retiennent l'eau. Et qu'ils n'ont aucune capacité à absorber de la vapeur dans leur structure propre, et que toute vapeur d'eau qui est en excès dans un isolant qui va se refroidir, bon, tout ça, c'est dans l'autre vidéo dont je vous ai parlé, eh bien, lorsqu'on a un refroidissement et une présence de vapeur d'eau trop grande, on a un point de rosée qui
développe et le point de rosée fait que l'isolant n'isole plus. Voilà, je résume un peu, mais c'est quand même en gros ça, hein. Donc ça n'est pas un avantage que de ne pas être en capacité d'absorber de l'eau, hein, contrairement à ce qu'on nous dit. Ils sont incombustibles. Ça veut dire qu'ils ne brûlent pas et ne se consument pas. Ils n'émettent donc pas de vapeur toxique en cas d'incendie, hein, en tout cas pas du fait de leur nature propre de minéral, hein. Leur chaleur spécifique faible, par contre, ne leur permet pas de ralentir le transfert de la chaleur, et leur densité également faible, hein. Donc, s'ils ne brûlent pas, par contre, ils ne ralentissent pas le transfert de la chaleur d'une pièce à une autre, hein. Donc, un incendie va se propager plus vite qu'en présence d'isolants qui, eux, peut-être seraient combustibles, c'est ce qu'on va voir plus loin avec les végétaux, mais qui sont par contre en capacité de ralentir ce transfert de chaleur. Ils montent vite en température, ce qui provoque leur affaissement, et lorsqu'ils sont affaissés, eh bien, l'espace qu'ils ont ainsi libéré va encore plus favoriser la transmission de l'incendie. Donc ce sont un peu des faux amis, hein, quand on dit qu'ils sont incombustibles et qu'il faut les privilégier pour la lutte contre les incendies. Ben non, c'est pas vrai, hein. Donc on ne tient pas compte des bons critères. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les isolants d'origine minérale également sont peu chers, hein, parmi les moins chers du marché. Par contre, est-ce que le prix doit être l'élément numéro 1, le critère numéro 1 pour sélectionner un isolant? Ben, sûrement pas, hein. Par contre, comme ils sont peu chers, qu'ils représentent les principaux isolants sur le marché, ben on les trouve partout, hein. Ils sont facilement disponibles. Ils sont d'une mise en œuvre apparemment simple, exception faite pour le vrac, parce que s'il est très facile de souffler de la laine de verre ou de la laine de roche dans des combles, particulièrement de la laine de verre, ce que je vais dire lui est particulier, s'adresse surtout à elle. Voilà, je cherchais comment le dire, hein. Donc, on ne peut pas les stabiliser. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement légers, hein, et le moindre courant d'air dans des combles va les déplacer, puisque c'est là que on les met en œuvre dans le cadre du vrac, hein. Et on ne peut pas non plus les stabiliser en créant un croutonnage dessus. Il faudrait les protéger par une membrane qu'on remettrait dessus, qui est tout de suite une opération qui rend la chose beaucoup plus complexe. Leur recyclage est possible, mais il est très difficile. Pourquoi est-il très difficile ? Tout simplement parce que pour les récupérer, les ressortir de là où ils ont été mis, ça n'est pas simple, surtout s'ils sont en panneau, hein. Il faut énormément se protéger parce que les fibres que l'on casse lorsqu'on les dépose peuvent être dangereuses pour la santé, hein. Ça gratte énormément, ce qui est fort désagréable. J'en ai beaucoup enlevé, ça j'en parle en connaissance de cause. Et surtout, il faut les reconditionner pour les retransporter sur longue distance, pour les réenvoyer dans les unités où on pourrait les réutiliser. Et ça, c'est un handicap parce que ce conditionnement nécessite de la mécanisation, donc consommation de ressources, émissions de gaz à effet de serre et le transport également. Donc ils sont ils sont recyclables, mais ne seront, disons-le, jamais recyclés, ou quasiment jamais, parce que quand on nous parle de leur recyclabilité, c'est de la poudre aux yeux. Les isolants maintenant d'origine pétrochimique, ils sont seconds en termes de présence sur le marché, ils ont d'excellents lambda, leur chaleur spécifique est meilleure que celle des isolants minéraux, mais elle est encore faible. Ils sont relativement, voire très fermés à la migration de la vapeur d'eau, et de l'eau en général, hein. Ils sont d'origine fossile, donc relâchement de CO2 dans l'atmosphère, naturellement combustibles et émetteurs de vapeur toxique, et on va également voir leur recyclabilité. Donc l'excellent lambda, je rappelle ce que j'ai déjà dit très sommairement et très rapidement, au-delà de 27 degrés, on ne peut pas compter sur eux. Donc c'est très bien d'utiliser ces isolants l'hiver, par contre l'été on ne peut pas compter sur eux. Et l'hiver par contre, comme ils ont une chaleur spécifique faible, ce dont on va parler
là maintenant, hein, eh bien, ils ne peuvent pas apporter d'inertie. Hein. Et donc, les calories s'y déplacent rapidement. Donc, ça combiné à une faible densité, hein, ben, on va avoir effectivement l'été un transfert rapide des calories de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'hiver, on n'aura pas de montée en température des parois du fait d'un stockage et d'une inertie apportée par ces matériaux-là. Donc, une moins bonne effusivité, moins de confort. Toujours les isolants d'origine pétrochimique, le fait qu'ils soient fermés à la migration de l'eau, on nous le présente souvent comme étant un avantage. Ben non, c'en est pas un, puisque le principal critère de confort, c'est l'humidité relative, et que l'humidité relative est liée à une présence d'eau dans l'air, et que quand on a de l'eau en excédent dans l'air, on peut l'évacuer grâce à la VMC, mais également grâce à la perspirance des matériaux. Eh ben, ces matériaux sont très peu à pas perspirants. Hein. Donc, ils ne favorisent pas un bon niveau de confort au niveau de l'humidité relative. Hein. Donc, c'est un inconvénient pour moi plus qu'un avantage. Ils sont d'origine, en règle générale, d'origine fossile, parce que même s'ils sont effectivement issus de la biomasse, hein, c'est clair, et on pourrait les faire avec une biomasse récente, donc de l'herbe, du bois, etc. On peut le faire à base de maïs, de betterave. Il y a plein de solutions qui sont en train d'être étudiées, mais c'est chaque fois beaucoup de travail, beaucoup de ressources consommées pour énormément de transformations à faire. Donc, par souci de simplicité, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus facile, plus rapide, etc., ils sont en règle générale fabriqués avec du pétrole. Voilà. Et pour faire du pétrole, il faut 100 millions d'années. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut qualifier, même s'ils sont biosourcés, c'est incontestable, ils sont issus de ressources très anciennes. Hein. Voilà. Donc on nous le dit de temps en temps, mais c'est pas vraiment vrai hein, ce qu'on nous dit. Le relâchement de gaz à effet de serre, ben, ils sont très durables, donc leur relâchement s'opère très lentement, hein, puisqu'on leur donne une durée de vie de l'ordre de 1000 ans hein, avant d'être totalement dégradés. Par contre, cette durée de vie très longue, qui va bien au-delà de l'usage et de l'emploi en tant qu'isolant stabilisé, fixé dans un bâtiment, fait qu'il contribue très largement à la pollution des mers et des océans. Relâchement de gaz à effet de serre, donc oui, j'ai oublié également que un des réemplois possibles, hein, et on va en parler lors de leur recyclage, c'est d'en faire un combustible. Et lorsqu'on en fait un combustible, ben, on relâche le CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Combustibilité de ces isolants d'origine pétrochimique. Ils sont naturellement combustibles puisque issus de la biomasse, hein, donc, mais très anciennement, mais ça reste quand même des matériaux combustibles. D'ailleurs, le pétrole est avant tout utilisé en tant que combustible hein, et carburant, hein, plus que comme isolant. Hein. Et cette combustion est accompagnée d'émissions de fumée épaisses, âcres, toxiques, et possiblement de projections de gouttelettes qui tendent à favoriser la progression de l'incendie. Hein. Alors pour éviter tout ça, on les ignifuge, sauf que certes ils ne brûlent pas, mais sous l'effet de la chaleur, aux mêmes températures en cas de présence dans un incendie, par exemple, ils vont relâcher les mêmes vapeurs que s'ils brûlaient. Hein, ceci sous l'effet de la pyrolyse, donc on n'a pas résolu le problème, à franchement dire. Hein, et on ne s'est pas attaqué à l'empêchement de la progression de l'incendie, réellement. Et surtout, on n'a pas limité la toxicité et la dangerosité. En plus, lorsqu'on les ignifuge, les ignifugeants utilisés, des fois, relâchent eux-mêmes des vapeurs encore plus toxiques que l'isolant lui-même. Hein. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment résolu le problème. Hein. Alors, au niveau de leur recyclage, je l'ai déjà un petit peu abordé. Alors, il n'existe pas de réel
filière de recyclage. Quand on nous dit on sait recycler les polystyrènes, les polyuréthanes, oui, mais ce sont ceux qui sont issus plutôt de l'électroménager, des frigos, etc. Et sûrement pas ceux qui sont issus du bâtiment. Et ils ne le seront que très difficilement, pour une raison simple, c'est qu'il est extrêmement difficile de les séparer des autres éléments, car très souvent, ils sont soit collés sur un support, soit on leur remet quelque chose dessus, un crépi ou autre, et il faudrait séparer ces deux éléments, et ça, c'est quasi impossible. Et lorsqu'on arrive à les recycler, ils ne peuvent être réutilisés qu'en quantité très limitée dans le nouvel isolant qu'on pourrait faire avec. Donc, recyclabilité quasi impossible. Maintenant, les isolants d'origine végétale. Alors, ils ont de bons lambda, une très bonne chaleur spécifique, leur densité est de moyenne à forte pour un isolant, j'entends bien. Ils ont un bon comportement en présence d'eau, ils sont issus de ressources renouvelables, ils ont des émissions de CO2 qui sont classées, pour moi, vertueuses. Ils sont de recyclage possible et ils sont combustibles. Alors voyons toutes ces choses-là plus en détail. Leur lambda, on a déjà largement parlé de ce qu'est le lambda, donc je ne vais pas y revenir. Mais leurs lambda sont bons, donc l'hiver, ils sont bien, ils font le boulot. Et par contre, ils disposent, mais ou en plus, plutôt que par contre, en plus, ils disposent de très bonnes chaleurs spécifiques, ce qui est un avantage considérable pour le déphasage et pour l'inertie. Donc l'été, ils ralentissent grandement les flux de chaleur. On divise par 2, 3, 4 la vitesse de transfert et de pénétration de la chaleur à l'intérieur de l'habitat, donc ce qui est quand même considérable. Et l'hiver, on le sait peu, mais du fait de cette chaleur spécifique, ils sont en capacité de stocker des calories, donc de faire monter en température la paroi, donc de favoriser le renvoi et la quantité d'infrarouge dont on va bénéficier et ce qui va contribuer largement au confort. Leur densité de moyenne à forte, c'est un handicap pour la charge, puisqu'on a des fabricants d'isolants, je crois qu'on ne va pas se cacher les choses, qui sont aussi fabricants de panneaux, de feuilles de plâtre cartonnées, dits plus connus sous le nom de placo, qui, par du lobbying, il faut appeler un chat, ont décidé que dans le nouveau DTU, concernant ces parements, que sont les placos, de limiter la charge au mètre carré pour ce qui concerne les plafonds suspendus. Alors, soyons clairs, moi j'en ai mis en œuvre depuis longtemps des matériaux isolants, et jusqu'à récemment, la charge n'était pas limitée en ce qui concerne ces placos. Et moi j'ai vu mettre en œuvre des 10, 12, 15 kilos d'isolant sur des placos avec des suspentes écartées de 60 cm, et je n'ai jamais vu le moindre désordre. Jamais, jamais. Et je défie quiconque de m'en présenter. Voilà. Faut être clair. Mais n'en demeure pas moins que la nouvelle législation étant ce qu'elle est, on nous a imposé qu'on limite la charge sur les placos. Donc la forte densité, qui est un avantage considérable, là devient un inconvénient. Alors il peut être facilement contourné, puisqu'il suffit de resserrer les suspentes, au lieu de les mettre à 60 cm, on les met à 40 cm, et à ce moment-là, on peut parfaitement travailler dans les combles perdus avec des isolants d'origine végétale en vrac, puisqu'on ne dépassera pas les charges autorisées. Voilà. Donc, on retrouvera à ce moment-là l'avantage pour le déphasage, l'inertie, etc., toutes choses dont on a déjà parlé. Alors, face à l'eau, on les présente comme étant sensibles à l'eau. Non, ils ne sont pas sensibles à l'eau, mais ils ne sont pas inertes par rapport à l'eau. Voilà, on confond tout. Et c'est vrai qu'il y a là encore du lobbying qui fait que, etc., etc., etc. Mais ils ont de très bonnes capacités de sorption et de désorption, c'est-à-dire qu'ils vont très nettement participer à l'écrêtage de ce qui pourrait être des pics d'émission de vapeur d'eau qui pourraient générer des points de rosée. Eux vont retarder l'apparition du point de rosée, ce que ne font pas les autres isolants.
désolé, mais donc ils ont un avantage face à l'eau par rapport aux autres isolants. Donc ça m'énerve un peu quand j'entends dire qu'ils sont sensibles à l'eau. Hein. Et qui plus est, quand ils absorbent de la vapeur d'eau, ils le font sans que leur capacité isolante soit dégradée. Hein. Je connais très bien la ouate de cellulose. Vous prenez une ouate de cellulose qu'on aura passée à l'étuve et qui sera complètement sèche, elle peut absorber 22% de son poids sous forme de vapeur d'eau sans perdre ses capacités isolantes. Hein, et qui dit mieux, hein. Donc voilà, c'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Hein. Et ils sont non rétenteurs d'eau liquide puisque leurs fibres sont rugueuses et que dans la vidéo dont je vous ai parlé, j'ai largement développé ce qui favorisait ou au contraire gênait la rétention d'eau dans les isolants. Hein. Alors, qu'ont-ils d'autres comme avantage? Ils sont de ressources renouvelables, hein, donc à condition d'être sage et de ne pas dépasser les capacités de renouvellement, sinon on va refaire l'île de Pâques. Hein, il y avait du bois sur l'île de Pâques, il n'y en a plus. On pense que c'est parce qu'on l'a trop tapé dans la ressource, et à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et ça ne peut plus se reproduire. Alors, leurs émissions de CO2 sont dites vertueuses. Pourquoi cela? Parce que, contrairement aux isolants d'origine fossile, hein, eh bien là, on va utiliser des ressources qui poussent sur un cycle court et qui, en se développant, hein, donc, vont fixer du carbone dans le sol, qui va y rester, même si on exploite ces matériaux-là. Et lorsqu'on va utiliser de l'herbe, du chanvre, du lin, etc., plein de familles, hein, et donc, on va fixer du carbone, enfin, ce carbone qui a été fixé lors du développement du végétal, pardon, eh bien, aussi longtemps qu'on va garder cet isolant sous forme d'isolant, ce carbone sera fixé. Hein. Et donc, ce n'est pas du CO2 qui repartira dans l'atmosphère. Et si, en fin de vie, hein, parce qu'il y a toujours une fin de vie, eh bien, en fin de vie, ce sont de nouvelles plantes qui vont se développer et qui, elles-mêmes, vont refixer du carbone. Donc, on est vraiment dans un cycle court. Hein. Leur recyclage n'est pas forcément aussi simple que ce qu'on veut parfois nous faire croire, mais en tout cas, il est beaucoup plus simple que celui des autres matériaux, et il l'est localement, et ça fait toute la différence. Hein. Ils sont combustibles, mais non transmetteurs de la chaleur et non toxiques. Alors, également, même s'ils sont combustibles, ils brûlent très mal. Pourquoi brûlent-ils très mal? Parce que pour qu'un incendie se développe, pour qu'un feu se développe, les pompiers, j'en suis un ancien, hein, parlent du triangle infernal du feu. Il faut un combustible, il faut une source de chaleur et il faut un comburant. Et dans un incendie, eh bien, effectivement, on a la source de chaleur, c'est l'incendie. Le combustible, face à un isolant combustible, ben, on l'a. Hein. Mais par contre, le flux d'air est extrêmement faible dans ce type de matériaux. Et donc là, on n'aura pas suffisamment d'apport d'oxygène pour que l'incendie puisse largement se développer. Donc ces matériaux, certes, sont combustibles, mais sont très vertueux pour la maîtrise des incendies. Ils ne permettent pas la transmission rapide de l'incendie. Voilà ce qu'il faut en retenir. Et là aussi, on ne prend pas les bons critères en compte pour parler du risque feu. Hein. Alors maintenant, les isolants de nature réfléchissante, dits aussi réflecteurs. Alors, on a ceux qui sont minces, hein, c'est une fausse appellation d'ailleurs, parce que pour être efficace, il faut un matelas d'air de chaque côté. Donc si on met 4 cm d'air de chaque côté, on en a 8, plus l'épaisseur moyenne de 1 à 2 cm de ces isolants, ben on atteint 10 cm et c'est plus très mince. Hein. Seuls, ils n'ont d'effet véritable que vis-à-vis du rayonnement. Et ils n'ont pas le droit au titre d'isolant. Ils peuvent entrer dans un complexe isolant et pour ce faire, ils viennent en complément d'isolants conventionnels. Hein. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ces isolants dits minces. Hein. Ben, ce ne sont pas des isolants véritablement. Hein. Mais ils peuvent apporter quelque chose, il ne faut pas les négliger, hein. Mais ils ne sont là qu'en complément. Alors, on a aussi une autre version d'isolants réflecteurs qui sont, eux, épais, c'est-à-dire qu'ils sont, on les
fabriquent de telle sorte à qu'ils emprisonnent de l'air, donc ils font 8, 10, 12, 15, 17 cm d'épais, hein, il y a pas mal de versions possibles, et cette épaisseur d'air emprisonné fait que effectivement ils sont dotés d'un lambda, hein, ils ont un véritable lambda, donc ils luttent effectivement contre la conduction. Par contre, le lambda qu'on nous annonce, on l'a complémentarisé, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, hein, avec un matelas d'air de chaque côté, hein. Donc il ne faut pas les considérer pour leur seule épaisseur, mais bien en prenant en compte l'épaisseur qu'on leur rajoute sur chaque face. Donc ils deviennent aussi épais que les isolants beaucoup plus conventionnels. Ils sont délicats à la mise en œuvre. Alors pourquoi sont-ils délicats à la mise en œuvre? Parce qu'il faudrait faire l'étanchéité dessus et dessous pour que les matelas d'air soient sur l'isolant lui-même, hein, pour que les matelas d'air supérieurs et inférieurs soient opérationnels. Or, si on pose ces isolants sous un support, ben, on ne pourra pas aller faire l'étanchéité sur le dessus de l'isolant, et si on les pose sur un support, on ne pourra pas aller faire l'étanchéité correctement sous l'isolant, hein. Donc, sont très délicats à la mise en œuvre. Ils sont peu à pas perspirants, et là encore, pour le confort, c'est pas bon, hein. Ils sont par contre recyclables parce qu'ils représentent peu de matière en règle générale, hein. Au niveau de leur alors peu de matière, peu de transport, etc., même s'il faut les renvoyer à l'usine, c'est possible, hein. Et au niveau de leur combustibilité, ils brûlent mal. Ils vont plutôt avoir tendance à fondre, et là, lorsqu'on met une flamme, par exemple, ils vont faire un trou, hein. La flamme va faire un trou, mais ça ne va pas faire prendre... tout ne va pas s'inflammer, hein. Ils sont auto-extinguibles, et il y a peu d'émissions de toxicité, de vapeur toxique, puisqu'il y a peu de choses à brûler, hein. Alors, voilà pour ces isolants dits réflecteurs. Et maintenant, les isolants dits sous vide. Alors, ils sont en règle générale constitués de billes de polystyrène qu'on aura enfermées, encapsulées dans une membrane, hein, qui généralement est aluminisée. Et une fois qu'on les a enfermées, on fait le vide, hein, et donc là, on a bien effectivement une absence d'air, donc un très bon isolant, hein. Par contre, ils sont totalement non perspirants, hein, donc au niveau du confort, on repassera, hein. Ils n'ont pas de densité, donc, puisque c'est du polystyrène, donc pas de chaleur spécifique, donc là aussi pour le confort, walou, hein, non. Ils sont très fragiles parce que le moindre trou, qu'il soit dû à un percement qu'on va y faire ou dû à une friction un frottement entre l'isolant lui-même et son support, voilà, quand ils sont percés, l'air reprend la place du vide et il n'isole plus, hein. Ils sont disponibles en dimensions prédéfinies, donc c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'avoir une continuité parfaite de ces isolants. Et ils sont combustibles pour la bonne raison qu'ils sont constitués principalement de polystyrène, et que le polystyrène, ça brûle. Voilà, alors, ça on l'a déjà développé, hein. Donc ces isolants sous vide, d'ailleurs on les rencontre pratiquement pas, hein, et je pense qu'on n'en verra quasi jamais, hein. Voilà, pour être clair. Maintenant, la présentation des isolants, donc liquide, solide en vrac ou solide en panneau et ou rouleau. Alors, dans la version liquide, ils sont transportés sous forme liquide, donc c'est facile à transporter, donc peu d'impact lié au transport. Ils ont souvent la faculté de se coller au support, donc on peut les mettre sur ce qu'on veut, hein. Ils s'expandent, donc par mélange de composants, on a un agent de gonflement dedans, hein. Le plus souvent, ces agents de gonflement sont d'ailleurs eux-mêmes à effet de serre, hein. Et ils se solidifient rapidement. Par contre, leur principal composant étant d'origine pétrochimique, ils ont une toxicité qui n'est pas très intéressante, hein. Donc je ne vous les conseille pas, voilà, puisque pas confortable, toxique, dangereux en cas d'incendie, etc., etc., etc. On a maintenant les isolants solides, mais en vrac. Ils sont livrés en sacs densifiés, donc leur transport est assez peu impactant, hein. Et ils peuvent être mis en œuvre selon 3 méthodes. Le soufflage à l'air libre, c'est vraiment le plus répandu, hein. Donc là, on va aller dans les combles, hein. Insufflation sous pression. Donc il faut vraiment s'adresser à des gens qui ont un réel savoir-faire, hein.
et projection humide font encore plus de savoir-faire. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire de ces isolants en vrac. Les isolants en panneau et en rouleau, ben, ils sont disponibles en plusieurs dimensions. Ils sont disponibles également en plusieurs épaisseurs. Ils sont fabriqués en diverses densités et certains sont livrés comprimés, donc gain de place, et au transport. Hein. Et les versions rouleaux sont les moins denses. Alors pour ceux qui n'ont pas de savoir-faire particulier, je vous conseille ce type de présentation. Alors maintenant, j'ai pu tourner cette vidéo grâce au partenariat de Planète Énergie, qui est une entreprise de mise en œuvre. Alors elle fait plus que de la mise en œuvre. Ils font l'analyse des besoins du bâti, ils préconisent les solutions, ils peuvent les mettre en œuvre et ils participent également à la recherche des moyens de financement. Ils sont implantés dans le 77, mais ils sont opérationnels sur toute la région parisienne. Et j'ai également pour partenaire Gramiterm, qui est un fabricant d'isolants à base d'herbe, de l'herbe qui n'est pas en concurrence avec l'agriculture puisqu'elle est collectée sur les aéroports, les bords d'autoroute, etc. etc. C'est donc un isolant d'origine végétale. Il a toutes les qualités des isolants d'origine végétale. Ils sont livrés en panneaux et ils sont disponibles en plusieurs épaisseurs. Vous pouvez vous adresser à eux pour acheter leur panneau. C'est un excellent isolant végétal. Et donc, je vous ai mis les liens de ces deux partenaires sur le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite d'excellents travaux d'isolation en choisissant bien vos matériaux, famille par famille, selon leur destination et ou leur usage. À très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.